Voilà, donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Philo au bain. On a le plaisir ce matin, dimanche matin, pour les bienheureux qui se lèvent tôt, d'accueillir juste à ma droite ou à votre gauche Tofik Chama et puis encore un peu plus loin Denis Ponté. Bonjour à vous deux, bienvenue. On va aujourd'hui discuter d'humanitaire. Alors l'humanitaire est souvent vu comme quelque chose d'extrêmement positif parce qu'en effet ça apporte plein de choses positives. Et puis on parle bien souvent moins des contradictions, des problèmes, des complications qu'il peut y avoir avec l'humanitaire. On va essayer de faire un petit peu la part des choses avec vous deux messieurs. Peut-être on va commencer juste avant que vous vous présentiez, donc sentez-vous libre, hein, à n'importe quel moment intervenez, jetez votre petit doigt en l'air. On n'est pas beaucoup, enfin il y a pas forcément besoin de micro, mais vu qu'on est aussi en ligne en direct, donc n'hésitez pas à prendre le micro et puis à demander le micro et puis on vous le passe pour poser des questions à nos intervenants. Tofik, on commence avec vous. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots qui vous êtes et voilà, 2-3 petits mots sur vous. Bonjour tout le monde et merci d'être là avec ce temps qui n'est pas magnifique, mais j'espère qu'on ressortira tous avec un petit soleil au cœur. Je suis médecin d'origine syrienne, installé à Genève depuis 1979. Ça fait longtemps. Donc je suis plus genevois que syrien, mais dans la réalité, j'ai gardé mes attaches et mes racines. Je suis père de famille, j'ai 4 enfants et je suis médecin de famille depuis 30 ans. Et depuis 2009, on a lancé un premier projet pour traiter le sida au Cameroun. Et 2011, avec le soulèvement du printemps arabe, on a commencé une activité de soutien médical en Syrie parce qu'il y avait effectivement une agression envers les manifestants civils et pacifiques. Et on a organisé notre UOSSM, Union des organisations de soins et secours médicaux, à partir de fin 2011. Et ça continue jusqu'à maintenant. Et on commence à avoir depuis 3-4 ans des activités un peu de par le monde, y compris au Mozambique, en Libye, au Maroc avec le tremblement de terre, dans d'autres pays. Mais la plus grande partie de notre activité est pour la Syrie. Je suis très content aujourd'hui d'être avec vous pour aborder ce thème, effectivement, la contradiction au sein de la motivation humanitaire. Voilà. Merci, on va continuer le tour de table de présentation. Donc on a aussi le plaisir d'accueillir Denis Ponté, qui est l'auteur de cette magnifique exposition. Là, je suis en train de déjà prendre ta parole. Hein. Magnifique exposition qu'on a sur la cataracte. Je te laisse nous en dire un mot. Ok, merci de l'accueil, merci à tout le monde d'être présent aujourd'hui. Donc voilà, c'est une rencontre de longue date avec Tofik depuis plus de 30 ans et j'ai eu l'occasion déjà de collaborer dans un projet pour l'USSM et puis l'USOM. Et voilà, il n'y a pas longtemps, 2023, ils m'ont proposé d'aller voir d'aller faire des photographies de cette campagne d'opération de la cataracte au Mozambique, qui était une première pour vous, dans le sens que c'était la première fois où l'USOM s'engageait dans un projet qui n'était pas dans une situation de guerre ou de catastrophe, mais un pays qui est plus ou moins pacifié aujourd'hui, et de répondre à un besoin qui est vraiment important et essentiel, et d'où il y a énormément de carences en Afrique et ailleurs dans le monde. Donc j'ai eu ce plaisir, et en plus ce qui était pour moi aussi, pour l'anecdote, quelque chose de très important et de très chouette, c'est qu'on avait justement eu un projet où je devais partir en Syrie et on n'avait pas pu le faire. Et on avait essayé de former des photographes improvisés en Syrie pour faire un travail. Et un de ces photographes que j'avais formé un petit peu par visioconférence, avec toutes les difficultés que ça comprenait en situation de guerre et avec les moyens qu'on avait, j'ai pu le rencontrer au Mozambique. Et ça a été mon collègue pour ce travail. Et ça, c'était aussi une belle expérience humaine. Merci beaucoup à tous les deux. Je crois que Tofik, avant de débuter les hostilités, ou plutôt la discussion, vous vouliez dire quelques mots d'introduction. Voilà, c'est juste. J'ai préparé justement quelques idées de base, un peu pour lancer un peu le cadre. On va pas parler de l'action humanitaire en soi, mais on va parler du concept, enfin de l'essence de la discussion que Eric a posé, enfin le cadre. L'action humanitaire prise sur le plan de la motivation personnelle pourrait poser la question, est-ce qu'il s'agit d'un choix ou d'une nécessité ?
Est-ce un choix dans le sens de l'orientation de l'action de la personne, de l'individu en tant que bonne personne, régie d'une forte empathie? Ou bien une nécessité? Cette motivation forme sur le plan du drive, en anglais, qui veut dire la conduite psychologique profonde, une nécessité absolue pour le fonctionnement psychosocial de l'individu. On peut en effet détecter un certain type de fonctionnement individuel qui a un besoin quasi absolu. Je les ai rencontrés dans ma carrière en tant que médecin. Certaines personnes ont besoin d'aider une autre personne, sinon ils meurent, ils ne peuvent pas continuer leur vie. C'est un besoin individuel, quasi absolu d'aider les autres, un élan de solidarité qui fait partie de ces bonnes personnes qui honorent nos sociétés par leur dévouement exemplaire pour le bien d'autrui, comme l'abbé Pierre, pour ne citer qu'un exemple. Mais le sens de la nécessité absolue devrait être pour l'ensemble de la société, voire pour l'espèce humaine. On vient maintenant pour aborder la question sur une dimension sociétale. À mon sens, nous sommes face à une nécessité absolue sur le plan social, sur le plan de la structuration du regroupement humain. Celle d'une empathie qui représente un besoin essentiel pour la survie de notre race. Je cite ici l'exemple donné d'une professeure d'anthropologie questionnant ses élèves quel a été l'indicateur principal d'un début d'un comportement humain qu'on pourrait qualifier de civilisationnel et qui différencie notre race du reste de la reine animale. La réponse était la suivante, malgré que cet événement est contesté sur le plan mais le sens de cette citation est très important. C'est un reste d'ossement de l'homme préhistorique, retrouvé dans une caverne. Il s'agit d'un fémur cassé et soudé par une immobilité longue de récupération. Une retrouvaille impossible sans l'intervention d'une personne ou d'un groupe aidant le blessé dans sa survie pour s'alimenter et se protéger contre les prédateurs. Première preuve d'entraide par l'empathie pour signifier la nécessité d'un comportement sans lequel la survie de notre espèce n'aurait pu continuer. Nous avons besoin des autres. Le loup solitaire en tant qu'être humain, il ne peut pas continuer. Ça n'existe pas. Un être humain en loup solitaire, ça ne dure pas. Ce n'est pas une société. Je saute sur une autre citation de Edgar Morin dans son livre « Réveillons-nous ». L'incertitude liée au présent et encore plus au futur, et puis la polycrise issue de la pandémie du Covid, ont généré de lourdes angoisses. Dans l'absence de tout grand mouvement politique porteur d'espérance, ces fortes inquiétudes favorisent le repli identitaire, revitalisent les racismes qui se présentent pour des racines et réveillent un suprématisme dormant hérité de l'ère coloniale. Pourquoi je cite cette base de crise? En guise d'essai pour une réponse potentielle à cette polycrise, maintenant c'est fini la citation d'Edgar Morin, et pourquoi je la mettrai ici? Selon le terme d'Edgar Morin, on peut la chercher dans l'une des essences de la survie de notre humanité, telle est l'empathie. Instinctivement, cette empathie pousse des millions de parents à travers le monde à s'occuper de leurs enfants et d'autres millions à défendre les droits des plus faibles, le droit humain à sa survie, le droit de l'humain à sa survie. Malheureusement, face à eux, face à ces millions d'empathie, il y a aussi des millions de preneurs de décision, decision makers, qui défendent activement la croissance économique à tout prix et le pouvoir des États dans une quête de suprématie nationaliste, entre guillemets, sans égard aucun pour les conséquences sur l'humain, son environnement et les menaces existentielles qui sévissent pour les autres, ceux qui sont de l'autre côté de la barrière. Jamais l'humanité n'a eu autant de millions d'êtres menacés de famine, désertification
ou de hausse du niveau des mers, sans parler des morts implicites par centaines de milliers d'innocents dans les guerres chroniques qu'on est en train de gérer, Soudan, Yémen, Syrie, Ukraine, et le reste du Moyen-Orient qui continue avec des menaces nucléaires à l'appui. 2 défis face auxquels les humanitaires doivent apprendre à faire face, à gérer. Le premier est la crise économique mondiale qui rend la répartition des ressources tributaires d'une partition nationaliste, entre guillemets. On a vu ça dans la crise du Covid, les millions de doses de vaccination, ont été sacrifiées, jetées, au lieu d'être redonnées ou réparties selon les recommandations de l'OMS et de l'ONU, par crainte nationaliste. On les a cachées dans les stocks dans certains pays riches, on les a achetés à l'avance et il y avait des pays qui pleuraient, qui n'arrivaient pas à accéder au vaccin. Deuxième défi, c'est la non-application des conventions de Genève afin de protéger les civils en cas de guerre. Nous vivons ça régulièrement et c'est par tout le monde. C'est depuis l'hôpital de Kunduz qui a été bombardé sous prétexte qu'il y avait les talibans dedans, jusqu'à ce qu'on a rasé pratiquement 80% des infrastructures médicales qu'on a créées, nous, l'OSOM, en Syrie, en 2014 et 2018, par bombardement du ciel. Donc, ces 2 défis nous attendent pour la suite et on ne sait pas comment faire. Il ne s'agit plus de manque de solidarité face à la souffrance de l'autre, mais bel et bien de notre indifférence, voire de notre impuissance terrifiante face aux horreurs commises au nom de la raison d'État national. Nous sommes face à une menace réelle de la survie de notre espèce et de sa continuité sur Terre. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Bah, c'est bon, on a fini. Voilà. Bonne matinée, à bientôt. Je ne sais pas si par rapport à ça, moi j'ai plein de questions qui suivent, hein, mais n'hésitez pas, s'il y a des, comme ça, déjà le doigt qui vous chatouille d'intervenir, n'hésitez pas. Donc moi, ce que j'entends alors dans cette première intervention, Tofik, c'est que en effet, vous déjà montré cette distinction entre le choix et la nécessité, l'opposition entre le choix et la nécessité. Ce que j'entends, c'est qu'il y a presque manière ontologique, ou en tout cas de base, on a une nécessité, une façon d'être fait de manière armé d'empathie pour aider les autres, et puis c'est comme ça que vous l'avez dit qu'on survit. Puis en même temps, ce que j'entends aussi plus récemment, c'est qu'on voit un repli identitaire, un repli notamment avec des choix liés à la crise économique ou l'indifférence. Après, donc ça c'est un peu le cadre général. J'aimerais commencer par rapport à la nécessité. Donc moi j'entends cette nécessité non pas dans celui qui est aidé, mais dans celui qui aide. On est d'accord, c'est un peu comme ça que voilà. Après, on peut dire, mais voilà, est-ce que finalement, quelles sont au fond les motivations de ces personnes qui vont aider? Alors, en effet, c'est bien d'aider les autres, mais après, est-ce qu'il n'y a pas aussi là, des fois, assez souvent, des raisons purement égoïstes ou complètement, voilà, je fais ça pour moi plus que pour les autres? Et dans quelle mesure est-ce que ça peut être en opposition avec l'aide elle-même? Très bien. C'est une question clé parce qu'on la vit actuellement un peu plus qu'avant pour la Syrie, depuis que la crise dure depuis bientôt 13-14 ans. Notre engagement humanitaire est interprété par les peuples, enfin le peuple syrien et en particulier ceux qui s'attendaient à ce que le printemps arabe conduise à des changements démocratiques et que la vie reprenne sur d'autres bases équitables. Ils voient que c'est une chronicité et qu'il y a les organisations humanitaires qui continuent avec des gens qui sont employés effectivement dans les organisations humanitaires et qui vivent de ça. L'interprétation fait dire que ce sont des opportunistes, ils font durer la crise pour continuer à garder leur poste de travail et l'arrivée de l'aide humanitaire qui n'est plus à finalité d'aider les nécessiteux, mais à faire vivre ceux qui sont dans les organisations humanitaires. Et c'est une interrogation justifiée. Je réponds de la façon suivante. L'opportunisme est un comportement, malheureusement, qui n'est pas seulement humain, mais mammifère. Dans l'être humain, il y a 2 parties, on peut dire. Il y a la partie renard, il va tout faire pour obtenir ce dont il a besoin, et avec ruse et avec malhonnêteté, peu importe les conséquences. Mais on a aussi, au fond de nous, tous, et aussi ce sont des gènes mammifères, cet élan d'empathie
qui nous montre parfois qu'une mère louve peut s'occuper d'un bébé humain ou que l'empathie traverse les espèces même. Et je pense pertinemment que l'empathie en tant que sentiment social, un comportement social, il n'est pas seulement sentiment, est quelque chose qui fait partie de notre code génétique. Seulement l'interprétation de la finalité de cet acte d'empathie peut être effectivement sujet à cet esprit d'opportunisme. Donc on ne peut pas exclure qu'il y a des opportunistes dans le monde de l'humanitaire, comme on ne peut pas exclure que même lorsqu'on va structurer l'humanitaire à long terme, on doit absolument créer des structures de surveillance et de suivi pour équilibrer entre les dépenses et la finalité. Et surtout, je pense, et ça j'ai essayé depuis 2017-2018, essayer de créer des corps de coordination entre les organisations humanitaires pour que la stratégie à moyen et long terme aboutisse à quelque chose d'autre que à accepter l'horreur, à normaliser les horreurs pour qu'on continue à normaliser notre aide à cette horreur. La guerre fait des réfugiés, on va sauter dans la guerre pour aller aider ceux qui sont des victimes des guerres. Les humanitaires doivent travailler main dans la main avec les décideurs politiques pour faire un pas en arrière et dire mais les causes doivent faire éviter ces conséquences et qu'on arrête cette hémorragie qui ne fait que continuer. Donc on est effectivement partagé entre cet opportunisme et cette indifférence des politiques qui mènent l'humanité vers quelque chose où vraiment on va de mal en pire et puis on ne s'arrête pas. On s'attend à 100 millions de réfugiés d'ici 2030. 100 millions qui sont en dehors de leur maison. Actuellement, on en a 60 à peu près. Rien qu'en Syrie, on en a 8 millions. Même 12 qui sont avec les expatriés, avec les déplacés internes. Donc, l'hémorragie continue et les guerres continuent. Voilà, et on doit avoir une vision, un zoom-up pour éviter tout ça, rééquilibrer entre les intérêts et la finalité de l'action. Voilà, je sais pas, tu veux rajouter quelque chose, Denis, là-dessus, ou intervenir plus tard Intervenir plus tard, je pense que Tawfik a bien exprimé l'enjeu, et puis je trouve très bien de soulever aussi toute cette problématique de l'empathie et de toutes les conséquences et les effets, et ça c'est vraiment... c'est important et c'est vraiment difficile parce que quand on est sur le terrain, on le voit. Et ce qui est aussi assez surprenant, c'est que là, je me place par rapport à ma situation où j'ai été sur place faire ce travail qui était intense. On n'est plus dans la réflexion, on est dans le mouvement. C'est après qu'on a tout ce travail de réflexion par rapport à savoir qu'est-ce que ça a un sens, est-ce qu'on a transmis quelque chose, on a partagé quelque chose, qu'est-ce qu'on a aussi reçu, et ça c'est après coup, et c'est un point qui est primordial, absolument. Ouais, alors bouge pas, je te passe le micro, hop. Alors attends, je vais juste le démarrer. C'est parti. Je vais un tout petit peu vous amener sur une question. Quand on voit ce qui vient de se passer par rapport à, vous disiez, l'empathie au niveau génétique et tout, l'opportuniste, j'espère que je ne vous choque pas en disant ça, mais moi, quand j'ai vu le compte-rendu de cet automobiliste qui a roulé sur un cycliste, alors qu'il était déjà sur la piste cyclable, il l'avait fait tomber une première fois, que l'autre frappe sur la voiture pour lui dire simplement, lui parler, qu'il l'écrase derrière. Il aurait tué par opportuniste, ce gars-là. Il n'a aucun sentiment de solidarité, rien du tout. C'est assez choquant de voir qu'on a un niveau bestial dans sa voiture, oui. D'une mentalité d'un gosse de 4 ans. 4 ans n'a pas de permis. Non, je pense qu'il faut... C'est très complexe. C'est très complexe. Je pense que le sentiment de l'empathie, ou voire le comportement empathique, vous savez qu'il y a maintenant des instituts de recherche sur la question depuis 2017. C'est assez complexe. Je pense qu'on parle de deux choses différentes. On a parlé de l'opportunisme pour sauter sur l'occasion et se trouver le moyen pour avancer
sa propre survie. Moi, je connais très bien dans les détails des employés. On emploie à l'OSOM passer 2700 personnes, on leur paye leur salaire pour travailler dans les structures médicales, au nord-est de la Syrie, même en Mozambique et dans d'autres pays où on fait nos actions. Parmi ces personnes, on prétend qu'il y a certains d'entre eux qui sont opportunistes, c'est-à-dire ils profitent de la crise pour vivre. Peut-être pas forcément chez nous parce qu'on est déjà au niveau de l'OSOM, pratiquement tout le comité, ils sont non rémunérés, ils payent même leurs conférences, leurs déplacements, leur hôtel depuis 12-15 ans et ça continue. On n'a jamais touché un centime. Tous ceux qui guident la stratégie d'action. Et même, on a économisé le salaire d'un CIO, c'est le président du conseil d'administration qui fait ce travail. Mais dans d'autres organisations, ça existe cet opportunisme. Et l'opportunisme général, même il y a eu des rapports qui citent quasi des scandales sur le fonctionnement de l'aide humanitaire depuis l'OCHA de l'ONU, qui a fait perdre des millions, qui sont partis carrément vers l'agresseur au lieu d'aider les... Donc, l'idée qu'il y a un opportunisme dans l'humanitaire, c'est une chose réelle. Par contre, l'exemple que vous citez, il s'agit ici d'une psychopathie maladive, c'est-à-dire la dyspathie. Malheureusement, on n'a pas mais j'avais déjà préparé beaucoup de choses j'avais participé à d'autres conférences sur l'empathie. Et dans l'empathie en tant que comportement humain, il y a carrément des maladies ou des dysfonctionnements graves qu'on peut les appeler dyspathie et qu'on doit absolument les gérer. J'étais personnellement médecin pendant 1 an et demi à la prison de Chandelon, ici à Genève, quand j'étais jeune médecin assistant. Je suis toujours jeune. Et toujours médecin. Et toujours médecin. Et là-bas, j'ai appris peut-être l'une des plus belles leçons de ma vie en travaillant avec les prisonniers. J'ai compris exactement comment la vie pousse des personnes vers des actes d'agressivité, voire de criminalité, sur un plan de maladie, de structure. Comment la structure maladive peut se créer pour que cet élan de criminalité ou d'agression vers l'autre s'installe. Ça, on peut l'appeler dyspathie ou dysfonctionnement de l'empathie, et c'est tout autre chose que l'idée qu'on parlait avec l'opportunisme. Peut-être l'opportunisme peut être poussé jusqu'à son extrême chez les marchands d'armes, par exemple. Ils n'ont pas de scrupule de vendre des armes pour s'enrichir et voir des guerres qui tuent des civils et des millions de personnes, juste parce qu'ils sont par opportunisme envie de se faire. Ça, c'est effectivement une dyspathie ou un problème d'empathie, mais à un très haut niveau qu'il faut effectivement, on pourrait éventuellement, parce que ça, c'est vraiment beaucoup plus grave encore, et c'est 2 champs différents. Donc, l'opportunisme humanitaire peut friser la criminalité quand on ne donne pas l'aide aux nécessiteux, et on en profite pour s'enrichir soi-même. Ça, c'est une criminalité. Là, c'est ce qui se passe avec la suppression. Moi qui ai fait de la politique, ça m'énerve ce qui vient de se passer à Berne, la suppression du budget de l'UNRWA, alors qu'ils avaient déjà amputé par 2, ils avaient donné la moitié de ce qu'ils donnaient, et maintenant, en leur donnant plus, on contribue à laisser les gens crever de faim, etc. C'est un véritable scandale. Très bien. Voilà, vous avez donné l'exemple comment les décideurs politiques, decision makers, qui ont quelque part un problème d'empathie. On ne va pas leur jeter la pierre, on va établir peut-être un système, une structure, un moyen pour les questionner sur le fond de leur empathie. J'ai posé la question une fois à un ami qui était gestionnaire de fortune dans une banque genevoise et je lui dis, mais vous n'avez pas de problème de gérer les milliards ou les millions des dictatures. Il y avait une émission à Agora en Suisse alémanique 2011 sur la télévision suisse alémanique qui montrait que pratiquement tous les dictateurs, puisqu'il y avait le printemps arabe, tous les dictateurs du Moyen-Orient, ils avaient leur argent. Et l'ami me répond tout simplement, je lui dis, mais comment tu fais quand tu rentres chez toi et tu regardes les yeux de tes enfants, sachant que l'argent que tu es en train de gérer, manager, peut être émis de la souffrance et de la mort des enfants sous les dictatures. Et la réponse était très simple. Donc, ceux qui prennent une décision sur le plan politique, ils ont une structure qu'ils pensent
se protéger. Mais c'est une dyspathie, effectivement, qu'il faudrait confronter d'une façon ou d'une autre. Il me répond, moi, c'est pas ma tâche de m'occuper d'où vient l'argent, c'est pas moi. On a un département, c'est pas moi. Moi, je place cet argent. Et je lui ai répondu, t'es pas très loin de celui qui conduisait les trains. Et quand on lui a dit, mais tu ne savais pas que ces trains, à la Deuxième Guerre mondiale, allaient vers Auschwitz, il a dit, mais moi, c'était pas mon job de savoir qu'est-ce qui se passait. Moi, je conduisais le train. On retrouve ici la thèse de la banalité du mal, où en effet, c'est les responsabilités qui se dissolvent dans la société. Moi, j'aimerais revenir un tout petit peu à cette question, ce que tu disais tout à l'heure, qu'on profite de la crise pour vivre. Alors, je l'entends du côté des institutions qui profitent parce que financièrement ça rapporte, parce que c'est des jobs qui sont en jeu, parce qu'il y a aussi des questions politiques derrière, des enjeux politiques. Avant d'arriver à ces questions politiques, on va en parler aussi dans quelques minutes, je voudrais prendre encore quelques minutes pour parler de la question personnelle, individuelle. Tu as parlé de l'empathie. Est-ce qu'on peut vraiment dissocier le désir de faire le bien d'une certaine satisfaction personnelle ? Je fais le bien parce que ça me fait du bien à moi, parce que je me sens bien. Et puis si on va à l'extrême opposé, c'est vrai que Kant, il y a déjà un moment, nous disait que l'action personnellement intéressée n'est pas vertueuse ou n'est pas éthique. Est-ce qu'une telle action existe vraiment ? Est-ce qu'on peut dissocier les deux ? Très bien. Je ne sais pas s'il y a des psychiatres ou psychologues parmi nous, mais en psychiatrie et psychothérapie, il est bien établi pour sortir des personnes de la dépression et de l'isolement qu'on leur propose de faire une action pour autrui. On peut et on le fait et c'est systémique. C'est-à-dire, dès le moment où on ressent que la personne souffre d'un repli social ou d'ailleurs l'histoire de l'abbé Pierre était magnifique. Quand il a créé son association, l'abbé Pierre, pour l'histoire, je ne me souviens pas du nom de la deuxième personne qui l'accompagnait, c'était son bras droit par la suite. Il l'a croisé un matin, puis son ami était complètement déprimé, presque suicidaire. Et puis il lui a proposé la création de leur mouvement, le mouvement de l'abbé Pierre à l'époque, et qu'il y avait des gens pires encore que lui. Il n'avait pas, enfin son ami, il n'avait pas tous les critères pour aller se suicider, puisqu'il avait quand même une base de survie, et qu'il y avait d'autres personnes qui ont besoin. Moi, je pense que le besoin d'aider les autres est inscrit dans nos gènes. C'est à partir de ça que tous les mammifères s'occupent des petits, et tous les mammifères se structurent dans des sociétés où, lorsqu'il y a un lion malade, les femelles lions vont chasser et lui ramener à manger. Donc ça, c'est absolument un mécanisme génétique, on va dire. Mais de là à aller en faire effectivement une sophistication pour dire, voilà, je suis humanitaire et je vis de ça, mais je fais que le bien pour les autres. Le comportement humain est très complexe et peut effectivement être parasité, voire dévié pour être opportuniste. Mais le besoin d'aider les autres est inscrit en nous. Et après, les circonstances de la vie, le comportement humain individuel est énormément adapté, voire influencé par la famille, la société, les circonstances, le climat, voilà. Oui, alors je vous passe le micro. Hop, je vous mets un petit peu de son, une seconde. C'est parti. Merci. Parlez assez près du... Ah oui, voilà, bonjour. Encore un petit peu plus près, tout près. Ah, Ouais. Voilà, comme ça. Très bien. Voilà. Je voulais juste signaler quelque chose ou souligner. Dans l'humanitaire, il y a aussi une grande partie de personnes volontaires. Donc, elles font de l'humanitaire. Alors, peut-être pas toute leur vie, mais pendant, du bénévolat pendant 1 année, 2 ans, 6 mois, pour aller travailler, par exemple, ça me vient à l'esprit comme ça, les bateaux, Mercy Ship, par exemple, hein, ou bien dans d'autres situations, c'est de l'humanitaire, mais sur base volontaire. Donc, ils ne s'enrichissent à aucun moment. Voilà, c'était... C'est une très bonne remarque. Alors, le volontariat est une très bonne base de travail humanitaire, seulement elle n'est pas pérenne.
pour structurer un travail humanitaire, surtout quand ça dure. Nous, quand on a commencé notre travail à l'OSOM 2011, c'était dans mon cabinet, l'OSOM ici a été créé. J'ai invité les médecins comme moi dans d'autres pays du monde à une conférence d'un jour. On l'a appelée Urgence sanitaire Syrie. Et on est allé manger après la journée une pizza à côté et on parlait, donc qu'est-ce qu'on fait dans 3 mois et qu'est-ce qu'on fait dans 6 mois. Et l'un des médecins, il a commenté, attends, tu vas pas me dire que ça va durer ce cauchemar 6 mois. Dans 2 à 3 mois, c'est fini. Donc on est parti sur une base de volontariat, nous, tous médecins, pour 6 mois, 3 mois, 6 mois, qu'ils ne peuvent pas continuer à bombarder des villes, à tuer des manifestants dans les rues. Que la communauté internationale va les arrêter, va changer cette situation et que notre bénévolat va durer temporairement. Malheureusement, avec ce qui se passe depuis, maintenant Médecins sans frontières le connaissent, mais depuis le début de ce siècle, on s'installe dans des dynamiques extrêmement graves qu'on a citées, type crise. Donc les crises durent et se chronicisent. Sans parler du Covid qui a laissé des conséquences économiques qui durent et qui font répartir les ressources difficilement, même pour les pays en besoin, mais aussi les guerres chroniques et aussi le changement climatique. Le changement climatique qui fait la désertification et les réfugiés climatiques, ça existe, mais les réfugiés de guerre, là, en quelques semaines, les Libanais, il y a eu bientôt 1 million qui sortent. Nous, les Syriens, sur les 11 ans, on a 13 millions de déplacés qui ont quitté leur maison sur les 22 millions. Et ça dure. Et les perspectives continuent. Avec ça, on a besoin de professionnaliser l'humanitaire et c'est obligatoire. Professionnaliser l'humanitaire, c'est-à-dire avoir des personnes, des cadres qui sont dédiés à ça, qui sont formés pour ça et qui doivent vivre de ça. Donc on est obligé de leur destiner des salaires, des bons payes même, pour qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils choisissent définitivement qu'ils travaillent dans ce domaine en tant que professionnels. Ils ne sont pas des opportunistes, ils sont des professionnels. On a besoin d'eux et sans ça, on ne peut pas continuer un travail à long terme. Voilà. Voilà, merci beaucoup. On a parlé un peu de ces aidants, donc c'est ceux qui aident. On peut parler aussi des aidés, donc voilà, les populations qui sont dans la tourmente. Quels sont les risques finalement que l'aide humanitaire crée aussi une certaine dépendance dans les communautés aidées? On en parle souvent parce que voilà, à force de recevoir un certain nombre de biens, de structures, d'aides, est-ce que finalement ça va pas aussi là sur le terrain créer à moyen terme ou à long terme des dépendances, les empêcher peut-être de subvenir eux-mêmes à leurs propres moyens pour les personnes qui le peuvent, si elles le peuvent? Voilà, dans quelle mesure est-ce que ça c'est aussi un problème? Excellente question, merci beaucoup. Cette question est une question cruciale. La chronicité de la dépendance humanitaire est quelque chose qui doit créer d'autres stratégies de réponse. Et ces stratégies de réponse, jusqu'à maintenant, n'ont pas été élaborées, en tout cas très peu entre les organes humanitaires. Nous, en Syrie, on a une sorte de groupe au nord-ouest de la Syrie pour coordonner. Et lorsque la guerre en termes de bombardement quotidien a cessé plus ou moins, les Russes, ils ont arrêté en 2018 et puis par la suite ils sont occupés, maintenant ils sont occupés en Ukraine pour bombarder. Donc on a eu d'autres alternatives, d'autres préoccupations qui sont les conséquences de cette longue guerre sur le plan psychologique, psychiatrique et psychosocial. On a eu au début de notre engagement, on amenait des sacs à dos pour les pansements des manifestants qui étaient agressés par le gouvernement. On amenait des sacs à dos en secret pour aider les manifestants dans les rues. Quelques mois après, on a commencé à installer des hôpitaux secrets parce que les bombardements ont fait des blessures plus graves encore. 2 ou 3 ans après, on a commencé à installer des points de ce qu'on appelle la médecine ambulatoire ou la médecine des polycliniques, de la médecine ambulatoire, parce que les maladies chroniques n'étaient plus couvertes. Et au début, on envoyait en Syrie de l'aide pour la chirurgie de guerre. Après quelques années, on s'était fait engueuler par les gens sur place. Qu'est-ce que vous m'envoyez des médicaments pour la cardiologie et le diabète? Moi, j'ai besoin de chirurgie. J'ai des jambes amputées à soigner.
quelques années après, c'était envoyez-nous des médicaments pour les maladies cardiaques et de l'insuline, diabète, etc. On n'a plus rien. Quelques années après, avec l'extinction des bombardements, on a eu aidez-nous à supporter la souffrance psychiatrique et psychosociale. On crée actuellement des hôpitaux psychiatriques au nord de la Syrie pour cette détresse qui dure sur la population. Maintenant, notre objectif dès le départ, mon slogan sur ma page Facebook, qui était installé 2012-13, aidez-nous pour aider les populations syriennes à ne pas quitter leur terre. C'était ça le slogan. À l'époque, on commençait à crier « crise de réfugiés, on ne veut plus avoir des réfugiés, etc. » Malheureusement, le zoom up, la vision globale de la situation humanitaire dans le monde, pour coordonner, éviter cette aggravation qui continue et qui se répète malheureusement, c'est du copier-coller. Ce qui se passe au Liban maintenant, c'est du copier-coller de ce qui s'est passé en Syrie jusqu'à 2018. Et d'ailleurs, les réfugiés libanais, ils vont prendre la place des maisons des réfugiés syriens qui sont en Turquie et qui sont dans d'autres pays, en Syrie. Donc, ces mouvements, ces transhumances humanitaires horribles continuent, se chronicisent. La même chose en Ukraine. On sait qu'il y a des populations qui partent d'une ville vers l'autre, etc. On a absolument besoin, peut-être au niveau de l'ONU ou je ne sais pas quel organe, d'avoir une vision stratégique à moyen et long terme pour savoir qu'est-ce qu'il se passe réellement pour que les crises continuent. Ces crises qu'il a décrites Edgar Morin se chronicisent, s'empirent, s'aggravent. Et il y a quelque chose au niveau de decision makers, des décideurs politiques, qui ne va pas. On ne peut pas continuer à banaliser l'horreur. C'est mon terme et j'y tiens. Ça fait depuis 2014, je parle de ça. Il y a une tendance globale dans la politique internationale à banaliser l'horreur, à ne plus parler des conventions de Genève quand il y a une guerre pour bombarder des civils et sacrifier des enfants. Cette mentalité, cette tendance internationale à ne pas confronter cette hémorragie de guerre et de guerre chronique un peu partout dans le monde est beaucoup plus grave pour nous tous et surtout pour l'humanitaire. On ne peut pas continuer à créer des victimes et à générer des générations d'aidants qui deviennent de plus en plus professionnels. Donc il y a un problème sur le plan philosophique, entre guillemets, la philosophie de la politique internationale qui doit être requestionnée avant que ce soit trop tard, parce qu'on va aller vers 100 millions de réfugiés d'ici 2030, c'est bientôt 2030. Denis, tu souhaites rajouter quelque chose par rapport à tes propres expériences ou tes vécus sur le terrain ? Alors, oui, moi je vais dériver un tout petit peu parce que... Dérivons. Tofik, tu as parlé vraiment de ces situations dramatiques de guerre et tout ce que ça implique. Moi, l'expérience que j'ai et celle que je me présente ici sur le Mozambique, comme je l'ai dit au départ, ce n'était pas une situation de guerre. Et ce que j'ai trouvé très très fort et qui n'était pas simple à mettre en œuvre par les 4 médecins qui accompagnaient ce projet, c'était de former les personnes, le personnel hospitalier et les médecins sur place. On avait fait 3 hôpitaux, mais que ces opérations de cataracte, qui est des opérations relativement simples à effectuer, puissent perdurer. Eux, ils ont apporté une réponse dans les 7 jours d'opérations où j'étais présent. Ils ont fait 835 opérations à 4 médecins, ce qui était énorme. En 7 jours. En 7 jours. C'était 60 opérations par jour par médecin. C'était impressionnant. Et en même temps, et souvent, moi, je l'ai dit aux médecins parce que j'étais plein d'admiration devant eux, ils restaient d'un calme olympien, zen, parce qu'en même temps, ils venaient, parce qu'ils sont venus avec des microscopes à double foyer pour pouvoir former en même temps. Donc, je ne sais pas si vous voyez le stress, 60 opérations par jour. Cette campagne, c'était des gens qui venaient justement d'en dehors des villes, de la campagne. Donc, toutes les personnes qui venaient le matin à l'hôpital, toutes devaient être opérées. Ils ne pouvaient pas se permettre de les laisser repartir après, sinon elles ne revenaient pas. Et il n'y aurait pas eu d'opération. Donc,
on ne pouvait pas s'arrêter. Et eux, ils restaient calmes. Et souvent, je voyais le personnel soignant qui ne comprenait pas parce qu'il y avait un problème de langue. On parlait en anglais, au Mozambique, c'est le portugais. Tout d'un coup, les gens ne réagissaient pas. Et le médecin se levait, gentiment expliquait, montrait ce qu'il avait besoin, etc. Il se rasseyait et continuait. Et comme ça, toute la journée. Puis il faisait... Et ça, je trouve que c'était aussi important parce que c'est de mettre en place justement que les choses puissent continuer après. Pas qu'on apporte une réponse momentanée et que, voilà, après, au revoir, terminé. Non, sur place, ça continue. Et ça, j'ai trouvé que c'était très fort et magnifique. Mais c'est dans une situation qui n'était pas une situation de guerre. Donc voilà, l'idée c'est qu'en effet, ce que j'entends un peu dans vos deux réponses, et Tofik, je laisse la parole dans une seconde, c'est cette idée de mettre des choses en place qui permettent ensuite une certaine autonomie pour qu'elle continue de manière autonome ou indépendante. Merci Denis pour soulever ce point critique, à mon avis, qu'on peut nommer tout simplement la transmission du savoir. La transmission du savoir a fait un bond en avant, malheureusement, comme tous les progrès scientifiques sur Terre, grâce aux guerres, on va dire. Et je peux citer, et les crises. C'est les crises et les guerres qui ont fait que beaucoup de progrès scientifiques ont lieu, y compris l'informatique et le langage Fortran, etc., qui étaient développés un jour. Enfin bref. Mais l'idée de la transmission du savoir dans l'humanitaire est devenue une idée clé. Je cite que, pour exemple, pour l'instant, 2 personnes qu'on travaille avec à l'OSOM, et ils sont bien connus, le docteur Raphaël Pitti, professeur d'anesthésiologie français, Légion d'honneur française, et qui a travaillé dès le premier jour avec l'OSOM sur place pour aider effectivement les blocs opératoires sous les bombardements. Il a risqué sa vie plusieurs fois en formant les jeunes médecins syriens à l'anesthésie et surtout à la médecine d'urgence de guerre. Et par la suite, il continue à développer des programmes de formation. On a acquis maintenant une expérience avec lui, au sommet Dr Raphaël Pitti, sur 12-13 ans, pour former même les formateurs dans les zones où il y a besoin. Effectivement, il y a des besoins spécifiques pour les soins intensifs, pour la réanimation, etc. Et actuellement, on a des projets, l'OSOM, avec le Dr Raphaël Pitti, en Ukraine. On a d'autres projets avec un autre aussi médecin très connu, David Nott, qui a créé une fondation en Angleterre et qui est, lui, chirurgien, qui est spécialiste de chirurgie de guerre. Et les premières chirurgies qui ont été conduites, je dirais, via l'Internet à distance, qui étaient avant le Covid, qui étaient par le docteur David Nott, avec nos chirurgiens on the field, sur le terrain, avec une aide informatique pour que les jeunes médecins qui se trouvent sous les bombardements en Syrie et par la suite actuellement à Gaza, etc., David Nott aidait les jeunes à les former pour la chirurgie de guerre sur le champ. Je fais un bond maintenant pour la transmission de savoir de ces 2 qui sont des crises, et toi tu aimes la non-crise. Voilà. C'est-à-dire que ça soit un fond global de transmission de savoir, et je pense que ça sera la clé pour nous, pour sortir peut-être de la crise, c'est générer un savoir qui est cumulatif pour les jeunes qui sont maintenant, donc je vais parler 2 minutes d'une nouvelle organisation qui s'appelle GLOCA, Global Organization for Civil Society Advancement, qui a un programme qui s'appelle Programme Shabab Pro et qui est vraiment l'exemple de cette transmission de savoir. On a pratiquement 4800 jeunes de 18 à 38 ans qui se trouvent 80% au nord-ouest de la Syrie et 20% qui se trouvent de par le monde sont des jeunes Syriens qui sont des exclus de déplacement. Ce n'est pas seulement depuis le Covid, mais à cause de ces guerres. Donc, ils sont dans les no man's land, ils n'ont pas des passeports, ils sont des déplacés internes et ils ne peuvent pas voyager, ils ont leur avenir fermé. On a créé depuis 2 ans une transmission de savoir à distance via un programme Microsoft, et qui fait qu'ils ont des certificats de formation depuis l'informatique jusqu'à la gouvernance, jusqu'à la gestion des crises, jusqu'à la définition de la démocratie, identité nationale, etc., à l'aide de 100 professeurs d'université de par le monde, en particulier actuellement du monde arabe, et qui est l'objectif, ça sera maintenant, ils ont des cours en anglais aussi à distance, pour que les professeurs et les enseignants
soit à un niveau international d'autres universités que des universités en langue arabe. Donc la transmission de savoir est en route et c'est l'avenir. Super. Mais justement, à propos de transmission du savoir, qui dit transmission du savoir dit aussi transmission de valeurs, dit aussi transmission de culture. Alors, dans le cas du médecin, je pense que c'est assez simple, mais dans d'autres cas, est-ce que justement cette transmission de savoir n'équivaut pas à une nouvelle forme de colonialisme, en fait? Parce que quand on va apporter ses valeurs dans un pays, sa culture, dans une certaine mesure, on va les former. Certaines personnes disent non, mais voilà, en tout cas, certaines formes d'aide humanitaire deviennent un vecteur de nouveau colonialisme. On a vécu ça. Dès le début de la crise en Syrie, on avait des organisations dites humanitaires qui imposaient une ligne de conduite, un certain objectif pour eux, qui était conditionnel. On vous installe de l'eau et des tentes dans cette région, mais vous nous laissez faire ça, ça et ça. On a refusé. Donc, sur 12 ans, depuis le début de ce printemps jusqu'à maintenant, je pense qu'il y a une génération qui a acquis une certaine expérience, entre guillemets, on ne va pas le dire, mais on le dit quand même, une résistance. Cette résistance est une résistance pas idéologique, mais une résistance structurelle pour établir des stratégies d'avenir qui font qu'on n'accepte plus la soumission, on crée des terrains de dialogue. Et ces terrains de dialogue vont faire comprendre à celui qui va offrir, qui a l'argent, qui a les fonds, qu'il ne peut pas imposer un programme de soumission accompagné à ses fonds. Et on veille sur ça. Maintenant, on a toute une génération, et je peux vous garantir que c'est impressionnant, les jeunes de 25 à 45 ans, ils sont jeunes, 45 ans, et qui cumulent des expériences et une façon de voir, je pense, critique pour l'avenir. C'est pour ça, moi, je pense mon travail à l'avenir, au-delà de l'humanitaire médical, ça sera vraiment dans l'éducation, la transmission du savoir, pour créer cette génération qui arrive à dialoguer avec les autres, avec les preneurs de décision, qui ont le pouvoir et l'argent, pour qu'ils comprennent que la sortie de la crise de l'humanité ne peut qu'en dialoguant avec de l'empathie réciproque, pas en tant que sentiment, mais en tant que comportement, des rééquilibrage de l'humanité. On ne peut pas créer deux mondes, le monde qui a et le monde qui n'a pas. Ça ne marchera pas comme ça. Les jeunes qui travaillent, pas seulement dans l'humanitaire, mais aussi dans l'éducation, etc., commencent à comprendre que notre avenir est commun à nous tous et on ne peut pas continuer à dire « on vous donne, mais vous faites ce qu'on veut ». Ça ne marchera plus. Des réactions, petite pause. Oui, alors je vous apporte le micro. Alors, c'est parti. Merci pour la clarté de vos propos. J'ai plusieurs, pas commentaires, mais plusieurs interrogations. Et la première qui me vient à l'esprit, c'est votre acte, en fait, a été porté par votre lieu d'origine. Donc, vous avez été concerné par un événement qui a touché vos origines et votre empathie était de proximité. Aujourd'hui, en fait, la problématique qu'on a de nous tous, c'est que nous sommes tous empathiques d'une certaine façon, mais très souvent pas concernés. Donc j'ai l'impression que l'acte qui lie l'empathie à une réalisation concrète est lié à un événement ou à une histoire qui nous concerne. Et notre cerveau fonctionne aussi pour éliminer tous les aspects qui sont négatifs. Et donc, on préfère ignorer, voire éviter le problème des autres pour avoir de l'empathie. Après, il y a des événements énormes qui ont lieu autour de nous, qui nous concernent et qui, comme le réchauffement climatique, entre guillemets, il est beaucoup plus vaste que le réchauffement, où là, finalement, on ignore également l'événement qui nous concerne tous, et donc on préfère avoir un comportement qui soit modérément empathique, déjà envers soi-même. Donc finalement, l'ennemi de l'homme est avant tout l'homme,
Et il y a des multiples facteurs qui font qu'il ne va pas forcément se comporter d'une manière logique ou empathique vis-à-vis de l'autre. Le dialogue, c'est un point qui est important. Je me demandais dans quelle mesure est-ce que le dialogue que vous mettez en place ne va pas... Bon, parlons du cas de la Syrie. Hein. Vous dites 12 millions ou plus de déportés sur 22 millions. Quel est votre comportement, votre dialogue vis-à-vis des 10 autres millions? C'est très important parce que finalement, le but, c'est pas de faire que de l'humanitaire pour faire de l'humanitaire, qui est très important, mais le but, c'est qu'il faut dialoguer avec l'autre partie. Hein. Et on voit ça dans tous les conflits. Malheureusement, tant qu'on n'a pas l'abcès qui a éclaté, il n'y a pas de dialogue. Hein. Donc je pense que le rôle des humanitaires doit aussi être le dialogue vis-à-vis de l'autre. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces deux questions qui sont très importantes aussi. La première, c'est cette tendance humaine à se cacher les yeux. Je ne veux pas voir la souffrance des autres, ça me fait trop mal, je m'occupe de mes commissions, de mes enfants, ça suffit, je vais au travail, je reviens et je ne veux rien savoir. Je vois, oui, je donne un peu d'argent à MSF et ça suffit. Arrêtez de nous montrer de la souffrance. C'est un comportement humain absolument physiologique, juste pour vous dire. C'est-à-dire le premier comportement devant une agression, parce qu'on ressent ça, pourquoi on veut éviter ça? On le ressent comme une agression. C'est un questionnement. Quand on voit qu'il y a de la souffrance humaine, notre sentiment de base d'empathie, qui est physiologique, d'accord, nous remet, ça nous met mal. On le dit, les gens, mais pourquoi vous me montrez ces bombardements et ces gens qui souffrent, je ne me sens pas bien, est un changement de chaîne. C'est le comportement humain qui fait que face à une agression, c'est une agression psychologique pour la personne qui veut se cacher les yeux, qui fait partie de lorsqu'on est face à un loup, on a deux choix. Donc le loup, c'est l'agression. Fight or flight. Soit tu te bats avec l'agression, soit tu fuis. Mais la plupart du temps, quand on n'a pas les moyens pour se bagarrer avec l'agression, on fait quoi? On fuit l'agression. C'est exactement ce comportement. Et ce comportement, pour le contrecarrer, on a besoin d'adoucir un petit peu, de rendre la souffrance je dirais, abordable, la souffrance de l'autre. C'est ce qu'il fait Denis. C'est la culture. Denis, il vous amène pour regarder des gens qui sont au fin fond de la forêt, qui souffraient d'une cécité, qui ne voyaient pas devant eux, leur vie a été détruite. Si on vous a montré une émission sur la souffrance des personnes en Afrique qui sont aveugles, qui ne sont pas bien, et on n'avait pas encore le programme d'opération de cataracte, et encore, la plupart des gens, la majorité, ils vont fuir cette confrontation avec la souffrance de l'autre. Denis, comme tant d'autres qui sont dans le secteur de la culture, et c'est ça qui va nous relier maintenant notre humanité, c'est à travers le théâtre de Sartre qui a émis des questions existentielles, qui a questionné l'humanité, à travers les écritures de Kafka qu'on a appris. C'est la sublimation de la souffrance via l'art qui permet à l'humanité de confronter ces souffrances et de dire, mais il y a un questionnement, mais qui évite ce trauma de base. Ça, c'est absolument nécessaire. Quand on a les enfants dans les écoles pour leur parler, même mes enfants, mais j'ai des petits, donc j'ai deux grands, deux petits, quand je leur parle de la souffrance, je dois trouver le moyen pour que ça soit coloré, pour que ça soit quelque chose d'abordable pour un enfant qui a 7-8 ans et qui ne voit pas des cadavres sous les bombes. On ne peut pas lui montrer, il ne supporte pas. Et c'est de la même manière que c'est à la culture en général de nous porter pour confronter nos crises humaines, pour dire qu'il y a quelque chose d'autre qui peut se faire que juste éviter de regarder les crises. On a une action.
Nous, à l'OSOM, pour l'identité visuelle de notre organisation, on a passé 1 à 2 ans pour choisir la couleur qui n'est pas trop agressive. Il fallait un rouge, mais pas trop rouge, orange. Le rouge rappelle le sang. Il fallait les caractères, il fallait le slogan qui soit positif psychologiquement pour que les gens regardent. Mais si on confrontait avec notre travail le reste de l'humanité en disant « c'est du sang, c'est des catastrophes, venez nous sauver », le rejet n'est pas du tout un rejet d'égoïsme, mais plutôt un rejet d'autoprotection physiologique. Je ne peux pas voir la souffrance en face, je le fuis parce que je n'ai pas les moyens pour. Nous, peut-être certains, ceux qui travaillent dans l'humanitaire, comme Denis, il adore aller dans les zones de... Et je lui dis toujours, il y a certaines personnes qui ont une psychologie résistante à la souffrance et qui peuvent la structurer. Nous, les humanitaires, les artistes de terrain, etc. Mais le 80% de la population mondiale, il faut les aider à avaler la pilule pour comprendre qu'il y a des changements à faire et à travers, je pense, à travers l'approche artistique, culturelle, éducationnelle, plutôt que la confrontation avec la réalité. Les photos qu'il a fait, Denis, magnifiques, noir et blanc, nous font rêver par leur structure, par le fond, par énormément de choses, éléments artistiques, mais dans la réalité, derrière ça, il y a une énorme souffrance qui a été confrontée. La deuxième question, sur l'autre partie, sur la ligne de confrontation. Depuis le premier jour, 2013, devant l'ONU, il y avait une conférence de presse et j'ai été questionné en me disant, les journalistes, mais que faites-vous pour les Syriens qui sont dans les zones sous le contrôle du gouvernement? Et j'avais annoncé à l'époque, et on a envoyé le message officiel, et ça fait, par Agence France Presse, ça fait le tour du monde, que l'OSOM était prêt à soigner tous les Syriens. Peu importe où ils sont, peu importe comment ils étaient, pour que le travail humanitaire soit généré pour tous. On n'a pas cessé ça. Malheureusement, mon discours a été traduit depuis l'anglais vers l'arabe sur la télévision syrienne à l'envers. Regardez celui-ci, il est en train de refuser, je ne parle pas de... c'est une réalité. Il est en train de refuser de traiter les Syriens à Damas et à Alep. Ce qui était l'opposé de ce que j'avais dit devant l'ONU 2013. Et ça n'a pas arrêté. On a proposé plusieurs fois des plans et des programmes communs et ça a été rejeté. Même en 2017, on avait des négociations secrètes avec le bras droit d'Bachar al-Assad ici à Montreux et il a refusé le travail commun avec l'OSOM. On leur a proposé d'établir des centres de soutien psychothérapie, psychosocial, même à Damas. Ça a été refusé. Ça n'empêche que les autres, peu importe où ils sont, il faut dialoguer avec et on le fait. Absolument. Et on le fait dans une dynamique de construction pour l'avenir. Le problème, c'est qu'il y a des interventions externes, ce qui a été dit. Il y a un opportunisme de la politique internationale qui fait fractionner la situation et qui fait que les intervenants sur un terrain ne sont plus deux parties, ceux qui sont avec, ceux qui sont contre. Il y a énormément d'interventions extérieures guidées par la géopolitique internationale et ça devient très, très, très complexe. Moi, n'hésitez pas. Hein. Des questions aussi, si vous êtes en ligne, vous pouvez poser vos questions. Moi, sur votre début de discussion, là, j'aimerais revenir sur 2 points qui me semblent intéressants. Le premier, moi, j'entends cette idée de, voilà, il faut un peu se cacher les yeux, en tout cas d'une certaine manière, ou montrer les choses de manière modérée, parce que sinon ça peut choquer, ça peut faire partir. Ce qui pose des questions, notamment sur comment est-ce qu'on médiatise ces conflits, notamment aussi avec les réseaux sociaux. J'y reviendrai dans 1 minute. Mais avant d'y arriver, moi je me demande s'il n'y a pas autre chose ici. Ce fait, vous parliez tout à l'heure de l'empathie, du fait de se sentir concerné. Est-ce que, dans tendance générale, on n'a pas aussi habitude de se sentir concerné quand c'est quelque chose qui est plus près de nous, ou qui nous ressemble plus? Parce que typiquement, vous parliez tout à l'heure de l'Ukraine, il y a une forte réaction ici, en tout cas en Suisse, en Occident, dans cette partie de l'Occident, par rapport à la guerre en Ukraine. Puis je prends le Soudan, qui est une catastrophe, mais gigantesque et horrible, et personne n'en parle, ou on n'en parle quasiment pas. Et il y a aussi cette théorie des morts par kilomètre. Plus c'est loin et plus il faut de morts pour qu'on s'y intéresse. Et puis tout à l'heure, on parlait de ce jeune qui s'est fait écraser par un automobiliste. Ça choque parce que c'est près de nous. Mais voilà, et en guillemets, il y a aussi cette question de la distance, non ?
Très bien. La proximité géographique, c'est une question absolue, effectivement, et de facilité. Or, avec la mondialisation, avec le monde qui devient un grand village, avec les moyens de communication, les multimédias, etc., dans la réalité, on a des influenceurs qui sont en Chine ou au Canada et qui sont en train de dicter le comportement de certains jeunes ici, dans nos familles. Donc, la communication moderne est en train d'effacer les frontières géographiques. Et dans la réalité, c'est que si on n'entend pas parler du Soudan, ou même de la Havane qui est dans le noir à cause d'une crise d'électricité, de fuel, parce que si on n'entend pas, c'est parce qu'il y a une sélectivité au niveau des médias dictée par les États. Il faut le reconnaître. Cette sélectivité n'est pas toujours maléfique. On ne peut pas penser qu'est-ce qui se passe. Nous, on le sait dans l'humanitaire. Qu'est-ce qui se passe si on parlait maintenant de la crise actuelle de la famine au Soudan? Qu'est-ce qui se passe? On va créer un fonds social qui vient nous dire, nous, État, enfin nous, entre guillemets, ceux qui émettent l'information, qu'est-ce que vous faites pour ça? Dans la réalité, il y a une paupérisation des ressources depuis la crise du Covid. Et avec la guerre de l'Ukraine, il y a des milliards qui se dépensent dans les guerres. Pas seulement en Ukraine, mais aussi on sait que l'armement est à son apogée, même le Suède est en train de se rearmer, même l'Allemagne. Enfin, ça fait que l'argent disponible pour l'humanitaire est coupé en deux. On le sait, c'est une réalité. Nous, le sommes, on avait un budget qui est arrivé jusqu'à 42 millions d'euros par année qu'on entrait en aide médicale 2017-2018. Depuis 2018, ça baisse, on est actuellement à 22 à 24 millions année pour 4,5 millions de personnes. Pourquoi? Je ne pense pas du tout que ceux qui ont l'argent, ils cachent l'argent dans leur poche, ce qui sont les États, on va le dire. Mais parce que la crise mondiale va s'aggravant. L'économie s'est déconstruite depuis le Covid, s'ajoutant la guerre de l'Ukraine, s'ajoutant d'autres guerres chroniques, et les milliards vont où? Vont dans les guerres, qu'on soit clair. Les milliards, au lieu d'être dépensés dans les projets pour notre humanité, sont